Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous parlons donc de Christian Dior. La guerre a coûté cher au secteur français de la haute couture. Tellement cher. En 1940, Chanel a fermé sa maison de couture. D'autres sont restées ouvertes, comme l'atelier de la rivale de Coco Chanel, l'italienne Elsa Schiaparelli. Même si les premiers tickets de rationnement sont apparus et ont concerné d'abord la question du textile, l'achat de produits textiles, la mode, évidemment, pendant toute l'occupation, va être un peu entre parenthèses. Vous savez à quel point il a fallu inventer toutes sortes de pis-aller pour que les femmes restent élégantes malgré la disette et malgré les difficultés. Au sortir du conflit, néanmoins, on va essayer très vite de renouer avec la grâce, l'élégance, la féminité. Les femmes portent de grandes robes sous des capes, leurs épaules sont souvent nues, on entrevoit leur poitrine grâce au décolleté en U. Une nouvelle génération de grands couturiers va apparaître. On va bientôt parler de Pierre Balmain, de Pierre Cardin et donc, bien sûr, de Christian Dior que nous retrouvons au matin du 12 février 1947. La température est glaciale en ce mois de février 47 à Paris, moins 6 degrés, et au 30 de l'avenue Montaigne, devant l'entrée d'un hôtel particulier, il y a là toute une petite foule, des gens qui sont en train de parler, d'attendre, les femmes portent des manteaux de vison, les hommes de grandes redingotes comme on les fait au milieu des années 40. Tous ont des cartons d'invitation, on tient ces cartons dans des mains gantées, je vous dis qu'il fait un froid de canard. Une fois à l'intérieur de l'hôtel particulier, les invités oublient cette longue attente, oublient qu'on leur a fait battre le pavé pendant de très longues minutes. Là, d'un seul coup, c'est un autre univers. Des fleurs partout, un parfum enivrant, une décoration magnifique, un style Louis XVI au ton gris pâle et blanc, des cristaux, des appliques de bronze doré et les petits abat-jours plissés, vous savez. Rien n'a été laissé au hasard. Dans les salons, on peut reconnaître l'ambassadrice d'Angleterre à Paris, Louise de Villemorin, des actrices très célèbres. Il y a la Marlène Dietrich, Rita Hayworth, il y a Edwige Feuillère. On ne parle pas encore de Grace Kelly, mais ça va venir. Il y a des comtesses, des princesses, que voulez-vous, et Jean Cocteau, et Jean Marais. À 10h30, silence. Le défilé peut commencer et on voit les mannequins qui sortent, qui arrivent. Elles portent des vestes cintrées aux épaules arrondies, ce qui met leur poitrine en valeur. Les jupes s'allongent, s'évasent comme des espèces de corolles. Ce sont des fleurs qui sont en train de défiler devant les invités, des robes qui frôlent le sol et ne laissent apparaître que les chevilles. On n'avait encore jamais vu ça. À la fin du défilé, un homme de 42 ans apparaît dans le grand salon sous les tonnerres d'applaudissements. Alors vous voyez bien la tête qu'il a, cet homme-là. Il a le visage rond, pas beaucoup de cheveux, les oreilles un petit peu décollées, un nez long et large, un grand front lisse. Il a l'air un peu intimidé, il est d'une élégance folle. Il s'appelle Christian Dior. Il esquisse un sourire, il est fier de ses mannequins. Il appelle toutes ces jeunes femmes ses chéries. Le lendemain, la presse mondiale va parler de ce défilé. La presse française ne peut pas en parler parce qu'on est en pleine grève. Il ne faut pas oublier qu'on est en février 47, grande période de grève en France. Déjà, si je puis dire. C'est dans Harper's Bazaar que Carmel Snow va utiliser un terme pour définir ce style que vient de lancer Christian Dior. Elle va employer le terme de « New Look ». Parallèlement à ce défilé, Dior a lancé un parfum, le parfum qui s'appelle Miss Dior, et chaque invité a reçu un flacon accompagné d'un mot personnalisé du couturier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors au point de départ de ce défilé qui va marquer l'histoire de la mode incontestablement, ce défilé du 12 février 47, il y a eu une rencontre. Tout est là en fait. La rencontre elle a eu lieu quelques mois plus tôt, en juillet 46, au 21 de la rue du Faubourg-Poissonnière à Paris. Ce 21 de la rue du Faubourg-Poissonnière, c'est le siège du comptoir de l'industrie cotonnière et c'est là que Christian Dior a rencontré Marcel Boussac. Boussac, un des hommes les plus riches de France, un industriel du textile qui très jeune a fait fortune et qui maintenant emploie quelques 15 000 personnes dans une vingtaine d'usines. C'est vraiment l'homme de la réussite, c'est le self-made man à la française, Marcel Boussac. Il est impressionné par l'aplomb, par l'ambition de ce jeune Dior. Il travaille comme modéliste pour
le grand couturier Lucien Lelon à l'époque Dior. Pendant la guerre, il a créé des costumes pour le film Le lit à colonne, d'après le roman de Louise de Villemorin. Il connaît beaucoup de monde, il a un véritable réseau, notamment dans la presse américaine. On va revenir sur tout ça. Boussac voit en Christian Dior celui qui pourra lui permettre, lui l'industriel qui fait du tissu un peu bon marché, qui va lui permettre de faire une entrée dans le domaine du luxe. Parce qu'il y a cette espèce de rayonnement extraordinaire de la haute couture. Et c'est Boussac qui va financer cette première collection personnelle de Dior. Autant vous dire qu'entre juillet 46 et février 42, ça fait pas beaucoup, ça fait quoi, 7 mois et demi pour préparer ce défilé. Il a fallu former un personnel nouveau, il a fallu assurer l'exécution des modèles par des ateliers, choisir les mannequins, organiser le défilé. Dans le même temps, Christian Dior va achever la collection hiver et la demi-collection d'automne de Lucien Lelon, parce qu'il est toujours son employé néanmoins. La société Christian Dior, elle n'existe juridiquement qu'à partir d'octobre 46. Et Dior veut vraiment marquer les esprits, il veut la perfection. Et de fait, il ne lésine pas sur les mètres et les mètres de tissu utilisés. Vous comprenez bien qu'on sort de la guerre. Il a fallu tout rationner. On arrivait à faire, pendant la guerre, une robe avec 2 mètres 20, 2 mètres 30 de tissu. Avant la guerre, on en faisait avec 3 mètres 50, 4 mètres. Lui va utiliser jusqu'à 30 mètres de tissu pour une seule tenue. Une robe est une architecture éphémère destinée à exalter les proportions du corps féminin, dira plus tard Christian Dior. Mon faible est une vocation d'architecte qui me fascine depuis l'enfance. De là mon souci des robes achevées dans les moindres détails, car en matière d'élégance, le détail est aussi important que l'essentiel. Quand il est malheureux, il détruit tout l'ensemble. Et pourtant, utiliser autant de tissus n'est pas simple. Il faut quand même se rappeler qu'on est encore néanmoins en période de rationnement. Mais après tout, c'est la haute couture et il y a monsieur Boussac derrière. Le New Look, disons-le, ne va pas totalement faire l'unanimité. Il y a des femmes qui sont assez mécontentes de voir cette nouvelle mode et qui considèrent que c'est du gaspillage d'une certaine manière. Mais, disons-le quand même, dans les jours, dans les semaines qui vont suivre ce premier défilé de 47, on va voir affluer avenue Montaigne des clientes de partout, du monde entier. Et d'ailleurs, on s'arrache un modèle en particulier qui s'appelle le tailleur bar, avec sa jaquette de couleur crème à basques arrondies, sa jupe plissée noire qui s'évase, comme ça vous avez forcément vu ça sur des photos de l'époque ou au cinéma. Devant l'affluence des clientes, se souviendra Christian Dior, il fallut élargir le palier, supprimer un ascenseur vénérable et charmant. Ce ne fut pas encore assez. Du palier, les envahisseurs débordèrent sur l'escalier, dont chaque marche devint un gradin d'amphithéâtre aux places privilégiées. Bref, du jour au lendemain, celui qui, hier encore, n'était qu'un inconnu, est devenu une figure déjà, on pourrait dire une icône de l'histoire de la mode. Vous écoutez Radio Classique. Épaules douces, taille fine, hanches arrondies, nouvelle longueur rendant tout le mystère de la jambe. Voilà comment on pourrait définir ce style qu'est en train d'imposer peu à peu Christian Dior dans ces années d'après-guerre. À l'automne-hiver, collection automne-hiver 48, il sort notamment un ensemble qui s'appelle Fortunio, corsage de satin jaune, très vivant, très étincelant, sur une jupe de velours noir extrêmement évasée. C'est tout le style de Dior, ajouter un petit chapeau, des gants magnifiques. Dans Christian Dior et moi, voilà ce que nous dit le créateur. Révolutionner la mode n'était pas mon dessein, mais réaliser honnêtement ce dont j'avais envie. Mon idéal était d'être classé bon faiseur, expression rien moins que tapageuse dont j'apprécie ce qu'elle comporte d'honnêteté et de qualité. Un artisan au service de l'élégance féminine, voilà comment se conçoit celui qui, d'une certaine manière, n'a pas l'intention, comme avait essayé de le faire, et avait sans doute réussi à le faire Coco Chanel 10 ou 15 ans plus tôt, de révolutionner complètement la mode. Il y a un auteur qui a bien percé le fond de l'affaire, c'est Yann Kerlo dans Les secrets de la mode, je le cite. « Dior drape la France aux couleurs de l'audace, dit-il, ses atours ouvrent l'ère du faste retrouvé. » Oui,
le faste retrouvé. Son regard embrasse l'horizon. Derrière lui, les industriels du textile retrouvent une fièvre, une ferveur créative que la guerre avait ensevelie. Les soyeux de Lyon se remettent au travail, tandis qu'à Calais, à Bruges, les denteliers ne touchent plus terre. Un miracle s'est produit. Et oui, de nouveau, le luxe français est là, qui fascine et qui éblouit le monde entier. Parce que c'est bien loin hors des frontières que la renommée de Christian Dior a pu depuis quelques mois se porter. Il présente notamment sa collection à Londres, dans les salons de l'ambassade de France, aux États-Unis. Il est aux États-Unis dès l'automne 47 entre nous. Il va enchaîner les conférences, les remises de... Il reçoit des prix, on le récompense. Il accorde des interviews en pagaille, rencontre les patrons de chaînes de grands magasins. Et le nom de Dior va être... à partir de la fin de 1947, il est mentionné en moyenne 1500 fois par mois dans la presse américaine. Encore une fois, on ne connaissait pas ce nom il y a quelques mois plus tôt. Dior donne son accord pour la création de toutes sortes de produits dérivés, des bas, des cravates, des pyjamas, des chaussures, que sais-je, des tailleurs et des robes made in USA. Il est le premier couturier à passer des accords de licence, c'est-à-dire qu'on voit très vite que, à côté de cet homme au goût tellement parfait, se trouve à l'intérieur, si je puis dire, ou caché en lui se trouve par ailleurs un homme d'affaires. Une boutique Christian Dior est ouverte à l'angle de la 57e rue et de la 5e avenue de New York. Et en novembre 48, c'est la première collection créée par Dior pour les États-Unis. Et c'est pas tout. À la même époque, on voit créer Dior Parfum. À la fin de 49, 75% des exportations pour l'ensemble de la couture parisienne, si l'on compte ce produit de luxe, porte la marque, porte la griffe de Christian Dior, qui devient donc un homme très riche. Il va d'ailleurs acheter un moulin qui n'est pas en bon état, c'est une espèce de ruine, le moulin du Coudray à Milly-la-Forêt dans l'Essonne. Il se rapproche ainsi de son ami Jean Cocteau et va s'adonner au bon repas, à la musique, aux jeux de cartes, aux joies du jardin. Il est en train de recréer tout simplement à Milly-la-Forêt l'atmosphère qu'il a tant aimée chez ses parents à Granville quand il était plus jeune. Sa fortune rapide le rend, disons-le, un peu capricieux par ailleurs et sans doute un peu trop exigeant. Il lui arrive assez souvent d'entrer dans des colères noires, notamment si un de ses collaborateurs n'arrive pas absolument impeccable, si la cravate n'est pas absolument bien nouée, si au moment d'un défilé, les buffets ne proviennent pas de chez son traiteur préféré, etc. Christian Dior est l'homme à la mode, tout simplement. Il habille Marlène Dietrich en 1950 pour Le Grand Alibi, le film d'Alfred Hitchcock. Il va bientôt habiller Grace Kelly et évidemment le monde entier n'aura Dieu que pour la vision que Dior nous donne de Grace Kelly. L'année suivante, en 1951, la reine consort du Royaume-Uni, Elizabeth Bowes-Lyon, lui demande de dessiner la robe que va porter sa fille pour sa fille de 21 ans, la princesse Margaret, pour son entrée dans la saison, comme on dit à l'époque. Margaret, c'est la sœur de l'actuelle reine Elisabeth, bien sûr. Et c'est lui qui va faire cette robe. Vous avez peut-être vu la photo où l'on voit Margaret sur ce canapé avec la robe qui déborde de partout. Une extraordinaire corolle de tulle et de gaze. Il conçoit aussi des robes de gala du nom de grands noms de la musique, Schumann, Offenbach, etc. Derrière le petit hôtel du début, aux proportions duquel je ne toucherai pour un empire, écrira plus tard Christian Dior, s'élevait un immeuble de 8 étages, 8 ateliers, que doublait un autre immeuble également de 8 étages, mais de 2 ateliers par étage. L'immeuble, 613 rue François 1er, était alors occupé par le contrôle économique. Il fallut le conquérir de haute lutte. Les parfums Christian Dior prirent place au premier étage, les bas Christian Dior au deuxième, grandissant en âge, en hauteur, en surface, débordant à Paris sur les constructions voisine, la maison Christian Dior se frayait aussi son chemin à travers le monde. La petite affaire tranquille dont j'avais rêvé avait entrepris de me dévorer. C'est vrai qu'il faut arriver à les tenir, toutes ces licences qu'il a signées avec Londres, Caracas, Mexico, Santiago du Chili et Cuba et Madrid et jusqu'en Australie et jusqu'au Canada. Christian Dior va publier un petit dictionnaire de la mode et il définit des catégories de robes, les robes de jour, les robes d'après-midi, les robes de cocktail ou de soirée. Bref, toutes ces dames du monde entier veulent savoir comment il faut faire pour s'habiller. Et maintenant, celui qui est devenu l'arbitre des élégances, c'est Christian Dior. Que de changements en 5 ans. Cela donne le vertige, cela donne le tournis, peut-être d'abord à lui-même. Franck Ferrand,
sur Radio Classique. Alors, le style de Dior évolue lui-même. Bien sûr, les robes vont raccourcir à partir de 53. Quelques mois plus tard, on le voit créer les lignes H, puis A, puis Y, qui font disparaître la poitrine, les épaules, les hanches. La silhouette est basée maintenant sur la longueur, l'amincissement du buste. 7 ans de New Look s'écroulèrent en 3 heures sous les yeux d'une assemblée pétrifiée pour faire place à la femme haricot vert, écrira Françoise Giroud. La journaliste Carmel Snow est un peu moins enthousiaste qu'en 47. Elle trouve que ce n'est plus le New Look. Elle dit, on pourrait parler d'un flat look. Planche à pain contre poitrine fournie à Paris, titre Life en première page. Vous comprenez bien que derrière ces titres un peu frivoles d'une presse qui s'intéresse à toutes ces questions de mode et de couture, il y a bien sûr des intérêts et des enjeux économiques et au-delà des enjeux économiques, des enjeux sociaux. C'est vraiment la fierté retrouvée de l'après-guerre qui se joue. Certains couturiers sont jaloux du succès de Dior, scandalisés par les accords de licence qu'il prend, etc. On considère qu'il fait reculer les mœurs, puisqu'on avait libéré la femme, et voilà que lui, avec ses robes qu'il faut changer à plusieurs reprises en fonction des occasions de la journée, est en train d'une certaine manière de les assujettir de nouveau. Bref, Dior reste relativement sourd à toutes ces critiques. Lui est à la tête d'un empire qui désormais occupe 5 immeubles, compte 28 ateliers, emploie plus de 1000 personnes ultra qualifiées. Je vous l'ai dit, il a des moyens très importants. Il va acheter un ancien relais de poste, le château de la Colle-Noire dans le sud de la France, qui est une magnifique demeure. Il a installé sur le sol du hall, il a fait installer une grande étoile à 5 branches. Il faut vous dire qu'il est très superstitieux. Il y a des lions de pierre qui gardent les portes du jardin. En 1954, alors qu'il avait déjà eu entre nous, je ne vous l'ai pas dit ça, mais en 1947, Christian Dior avait déjà été atteint. Il avait une première alerte cardiaque du fait de son rythme de vie complètement dément. En 1954, seconde crise cardiaque qui va le terrasser sur le champ de Mars. Mais il n'en continue pas moins ses activités. En avril 1955, il va marier sa nièce au comte Robert-Henri de Gaumont-la-Force à l'église de la Madeleine. Très, très, très grand mariage avec une des plus grandes fortunes de France. En 1956, il écrit donc cette célèbre autobiographie, Christian Dior et moi, où il montre justement la dualité qu'il peut y avoir entre le personnage et la personne réelle. Et puis l'année suivante, il fait carrément la une de Time Magazine, tenant une paire de ciseaux. C'est la première fois qu'un couturier gagne ainsi la considération de la presse économique. La nouvelle collection pour l'automne-hiver 57, la ligne Fuseau, poursuit ce souci d'une silhouette toujours plus élégante, allongée, moins contrainte peut-être qu'elle pouvait l'être en 47. Cette collection a été conçue par un assistant de Christian Dior, un assistant qui a 21 ans, et qui s'appelle Yves Saint-Laurent. Est-ce que le moment serait venu de passer la main ? Le 23 octobre 1957, Christian Dior est à Montecassino en Italie. Il se repose, il a suivi une cure pour perdre du poids. Il faut dire qu'il en avait pris pas mal de poids. Et d'un seul coup, c'est la 3e crise cardiaque, la 3e en 10 ans. Mais cette fois, hélas, le grand couturier ne se réveillera pas. Il meurt donc ce 23 octobre 1957 à seulement 52 ans. Vous écoutez Radio Classique.